Il existe des affaires que Sherlock Holmes n'a jamais revendiquées, non par modestie, mais parce qu'elles laissaient une trace trop humaine, trop trouble pour être consignées comme des victoires. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les récits oubliés de Watson. Dans La Maison vide, Sherlock Holmes évoque sa célèbre collection de dossiers classés à la lettre M. Il y cite Meridiu à l'abominable mémoire. 2 mots, un nom, et le soupçon d'une affaire que Watson n'a jamais livrée. L'affaire que vous allez entendre n'est jamais racontée par Conan Doyle. Elle n'est qu'évoquée, en quelques mots. Le récit d'aujourd'hui s'intitule « L'affaire de Meridiu à la mémoire abominable ». En ce mois d'octobre de l'année 1889, alors que Londres commençait à se draper de ces brumes précoces qui semblent à l'approche de l'hiver monter des pavés même de la ville, je me trouvais conduit, par une inclinaison à la fois fidèle et mélancolique, vers la vieille porte du 221B de Baker Street. Le mariage, si heureux qu'il fût, apporte à l'existence de l'homme des joies d'une nature plus douce et plus régulière que celle de la jeunesse errante. Mais il ne saurait abolir certaines habitudes de l'âme. J'avais quitté, depuis plusieurs mois déjà, les appartements que j'avais partagés avec mon illustre ami, et les exigences d'une clientèle croissante, jointe aux 1000 attentions dont un foyer réclame la part légitime, rendaient désormais plus rares ces visites jadis quotidiennes. Il m'était devenu donc singulièrement précieux de ménager, çà et là, quelques heures oisives où je pouvais retrouver, devant une table bien servie et un feu clair, l'esprit le plus singulier de notre époque. J'avais, la veille, fait tenir à Holmes un mot l'informant que je passerais prendre le thé chez lui dans l'après-midi. Si nul contretemps ne venait me détourner de ce dessein. La réponse, selon son usage, n'était point venue. Mais l'absence de refus valait chez lui consentement. Et je montai l'escalier familier avec cette impression d'entrer tout ensemble dans un lieu inchangé et dans une époque déjà reculée de ma propre vie. Miss Hudson m'ouvrit avec cette gravité bienveillante que rien ne semblait pouvoir altérer. « Monsieur Holmes est en haut, docteur. Il vous attend. » À sa manière, dit-elle avec une nuance de sourire. Je trouvai mon ami dans l'état de demi-absorption qui lui était propre lorsque quelques problèmes, fût-il mince ou vaste, occupaient les replis de son intelligence. Il se tenait debout près de la fenêtre, le violon sous le menton, tirant de l'instrument une suite de phrases lentes et méditatives qui, chez tout autre, eussent paru désordonnées, mais qui chez lui trahissaient presque toujours un travail intérieur d'une rare intensité. À mon entrée, il acheva la cadence commencée, posa l'archet sur la table encombrée de papier et se tourna vers moi avec ce regard vif dont l'éclat semblait n'avoir rien perdu de sa jeunesse. « Mon cher Watson, vous voici donc arraché pour 2 heures aux félicités conjugales. J'ose espérer que Madame Watson n'imputera point à mon égoïsme cette diversion passagère. » « Mary, répondis-je en riant, possède sur votre personne des opinions plus charitables que vous ne l'imaginez. Elle soutient même que vous vous nourrissez fort mal en mon absence. » « Voici un jugement où perce le sens pratique du sexe, dit Holmes. Elle a probablement raison. Il me serra la main avec une cordialité sans apprêt, puis m'indiqua mon ancien fauteuil, dont la vue me rendit, je l'avoue, quelque chose de la liberté d'autrefois. La théière fumait déjà sur la table basse, et presque aussitôt, Miss Hudson entra, portant un second plateau chargé de toasts grillés, de petits gâteaux et de ce supplément de sollicitude silencieuse qu'elle savait toujours joindre au service le plus simple. « Vous prendrez bien garde, monsieur Holmes, dit-elle en disposant les tasses, de laisser refroidir encore une fois votre thé pour quelque expérience chimique. »« Madame Hudson, répondit-il avec gravité, je n'ai sacrifié qu'une seule théière à la science depuis le mois de mai.
2, monsieur. Alors l'histoire vous donnera raison contre ma mémoire. Elle se retira en secouant la tête avec indulgence, et nous nous mîmes à table, dans cette atmosphère de paisible familiarité que nul autre lieu au monde ne sut jamais me rendre. Holmes demeura silencieux durant quelques instants, remuant distraitement sa cuillère, puis il leva vers moi des yeux où je reconnus ce mélange de malice et de concentration qui annonçait chez lui quelque dessein arrêté. Watson, dit-il, je me suis permis une petite initiative qui touche de près notre entretien présent, et qui, je l'espère, ne vous paraîtra point inconvenante. Si elle ne consiste pas à m'empoisonner avec ce thé, vous avez déjà mon pardon. Je l'accepte d'avance. Il se trouve qu'une jeune dame m'a fait parvenir ce matin un billet d'une tournure assez singulière. Elle sollicite, avec une instance mesurée mais évidente, l'honneur d'un entretien privé. J'ai cru devoir lui accorder audience à l'heure même où je savais pouvoir compter sur votre visite. Je ne pus retenir un sourire. Ainsi donc, Holmes, vous transformez sans scrupule un paisible goûter entre amis en consultation professionnelle. J'y vois plutôt, répondit-il, l'heureuse alliance du plaisir et de l'utilité. D'ailleurs, la nature de cette affaire m'a porté à souhaiter votre présence. Ma présence, voilà qui flatte ma vanité. En quel genre de matière puis-je donc vous être nécessaire? Il prit sur la cheminée un feuillet plié, couvert d'une écriture ferme et régulière, puis me le tendit. Lisez, ou plutôt non. Je vais vous en épargner la rhétorique. La demoiselle expose une multitude de faits d'apparence disparate, mais avec un ordre remarquable. Il y est question d'un père avancé en âge, d'un homme de confiance devenu presque indispensable, de décisions dont elle ne saisit point la source, d'anciens amis écartés, de paroles subtilement infléchies, de souvenirs invoqués avec une précision troublante. Et quel crime dans tout cela? Justement, aucun, dit Holmes. Ni menace, ni violence, ni soustraction, ni scandale. Rien que ce sentiment exprimé avec une retenue qui m'intrigue, que quelque chose de pernicieux agite au cœur d'une maison honorable. Une imagination alertée peut-être? Assurément. Ou bien une intuition très juste. Ce qui me plaît, c'est que les deux hypothèses demeurent encore d'égale force. Je reposai ma tasse. Et vous pensez que je puis vous être utile à départager l'une de l'autre? Il eut ce léger mouvement des épaules qui, chez lui, tenait lieu d'aveu. Vous possédez, mon cher ami, certaines ressources que la nature m'a distribuées avec plus de parcimonie. Si vous entendez par là la crédulité, je m'inscris en faux. Je pensais à la sympathie humaine. La crédulité n'en est que l'excès vulgaire. Je m'inclinai d'un air comiquement grave. Eh bien, pourquoi pas? Cela me rappellera, sinon mes talents, du moins notre ancienne existence. Elle ne vous a jamais quitté tout entière, Watson, dit-il plus doucement que de coutume. Nous achevâmes notre thé en devisant de choses légères, car Holmes, lorsqu'il attendait un événement qu'il jugeait digne d'intérêt, savait parfois affecter une désinvolture presque enfantine. Il me parla d'un article absurde paru dans une revue médicale. Je lui rapportai quelques anecdotes de cabinet, puis le silence retomba entre nous, non point embarrassé, mais plein de cette tranquille entente que de longues années seules peuvent établir. L'horloge de la cheminée venait de sonner la demi-heure lorsqu'un coup net et résolu retendit au heurtoir de la porte d'entrée. Holmes posa sa tasse, joignit les doigts et tourna vers l'escalier à un visage soudain redevenu attentif. « Voici, Watson, dit-il, la voix du problème. » Le coup frappé au heurtoir ne retentit point une seconde fois. Il y eut, après ce premier appel, un bref silence.
comme si la personne qui se trouvait au seuil eût aussitôt regretté l'énergie même avec laquelle elle avait annoncé sa présence. Holmes leva légèrement la tête. Je vis à ce mouvement, presque imperceptible, qu'il avait noté ce détail. Un instant plus tard, Miss Hudson introduisit notre visiteuse. La jeune dame qui entra n'avait rien de l'agitation confuse si fréquente chez ceux que l'émotion gouverne plus qu'il ne la gouverne. Sa toilette était simple et soignée, son maintien naturellement droit, mais l'on sentait, dans la rapidité un peu trop vive de son premier pas, puis dans l'effort visible par lequel elle se contraignit à plus de mesure, une tension intérieure qu'elle tenait en bride, plutôt qu'elle ne la dominait tout à fait. Son visage était intelligent et mobile plus que beau. Le regard fort clair semblait parfois devancer la parole. La bouche, fine et décidée, annonçait plus de franchise que de souplesse. Je compris, dès cet instant, que nous n'avions point affaire à l'une de ces créatures languissantes qui s'abandonnent tout entières au secours qu'elles implorent, mais à une nature plus vive, plus fière, et pour cette raison, même plus exposée peut-être à être mal jugée. Holmes s'était levé. « Miss Arbery, je présume ?»« Marianne Arbery, monsieur Holmes. Je vous suis très obligé de me recevoir. » Sa voix était bien timbrée et plus ferme que je ne m'y fusse attendu. Pourtant, elle pressa légèrement les derniers mots, comme si l'effort de paraître calme lui coûtait davantage qu'elle ne l'eût souhaité. Holmes lui présenta mon nom. « Le docteur Watson est un ami, dit-il. J'ai pris sur moi de le retenir, pensant que vous ne verriez nul inconvénient à parler devant lui. » Une expression fugitive, où se mêlaient le soulagement et l'embarras, passa sur son visage. « Aucun, monsieur, au contraire. Je serais malvenu à réclamer quelque indulgence et à marchander ensuite les formes dans lesquelles elle m'est accordée. » La réponse était nette, presque trop nette pour une femme de son âge et de sa condition. À peine l'eut-elle prononcée qu'elle joignit les mains avec une nervosité trahissant le regret d'avoir peut-être laissé percer trop de vivacité. Il me vint aussitôt à l'esprit que sa franchise devait souvent lui nuire, plus qu'elle ne la servait. Miss Hudson s'étant retirée, Holmes invita notre visiteuse à s'asseoir. « Vous m'avez adressé ce matin, mademoiselle, un billet qui m'a vivement intéressé, dit-il. Il contenait assez d'éléments pour éveiller l'attention, mais non pour éclairer le jugement. Je vous demanderai donc de m'exposer l'affaire à votre manière, sans rien omettre, et sans chercher à lui donner plus de couleur qu'elle n'en porte d'elle-même. » Elle tourna vers lui un regard rapide. « C'est justement, monsieur Holmes, ce que je crains de ne pouvoir faire qu'imparfaitement. Je veux dire la vérité la plus exacte, et pourtant je sens déjà combien elle me désavantage. » Je me penchai involontairement en avant. « Vous n'avez pas lieu de craindre d'être mal comprise ici, mademoiselle, dis-je. » Holmes m'adressa ce regard léger par lequel il rappelait à l'ordre sans rudesse. Miss Arbery, toutefois, sembla reprendre courage. « Je ne viens pas vous parler d'un crime, monsieur. Je ne puis même pas parler d'un acte précis. Si tel était le cas, j'aurais mieux supporté mon inquiétude, car j'aurais su au moins ce qu'il convenait de nommer. Mais depuis près d'une année, et plus sensiblement depuis quelques mois, j'ai vu s'établir auprès de mon père une influence dont je ne puis mesurer ni la portée entière, ni les bornes, et dont je n'ose pourtant plus douter. » Holmes inclina la tête. « Cette influence s'attache à un homme ? » ?»« Oui, monsieur. À monsieur Merridew. » Elle prononça ce nom sans éclat, mais avec une retenue si douloureuse qu'elle en devenait plus significative encore. « Vous avez écrit, reprit Holmes, que monsieur Merridew
ne contredisait presque jamais votre père, mais qu'il se trouvait toujours à portée de préciser, de rappeler, de replacer les choses dans leur contexte. Ce sont là, je crois, vos propres termes. Une légère rougeur lui vint aux joues. Oui, monsieur, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est fort bien, continuez. Comment cet homme est-il entré dans la maison de votre père? Miss Marianne Arbury desserra lentement les mains et releva la tête avec une résolution visible. Si vous le permettez, monsieur Holmes, il me faut d'abord dire un mot de mon père. Sans cela, rien de ce que je pourrais vous raconter ne vous paraîtrait intelligible. Holmes se renversa légèrement dans son fauteuil. C'est presque toujours par là qu'il faut commencer, dit-il. Mon père, reprit-elle, est un homme qui s'est fait lui-même, monsieur Holmes. Il a conservé jusque dans ses dernières années une fermeté de jugement et une autorité naturelle qui imposaient encore le silence à des hommes plus jeunes que lui. Ses affaires n'étaient pas seulement sa charge, elles étaient sa preuve. Il lui eût été moins pénible, je crois, de perdre de l'argent que de se sentir diminué dans l'intelligence de ce qu'il avait bâti. Holmes inclina légèrement la tête. Ma mère est morte depuis longtemps, poursuivit Miss Arbury. Mon père et moi avons vécu dès lors dans une intimité qui nous était devenue naturelle. Il connaissait mes défauts, me les reprochait souvent, mais il m'écoutait. Il supportait mes objections, et plus d'une fois même, il a modifié quelques résolutions après m'avoir entendu jusqu'au bout. Sa voix baissa un peu. Depuis 2 ans environ, j'ai cru remarquer chez lui un changement que je n'osais nommer. Rien de brusque, rien de tel qu'un étranger eût été frappé au premier abord. Seulement de légères défaillances, de courts instants d'hésitation, un nom cherché, un souvenir qui revenait moins vite qu'autrefois. L'instant suivant, il redevenait lui-même, et l'on se reprochait presque d'avoir observé ces choses. Et vous n'en parliez point demanda Holmes. Il eût fort mal supporté qu'on lui laissât entendre qu'il perdait quoi que ce fût de sa vigueur. C'est à peu près, dans ce temps-là, que M. Merridew entra dans ses affaires. Il venait avec d'excellentes recommandations pour mettre de l'ordre dans certaines matières de correspondance et de suivi qui étaient devenues pesantes. Sa fonction n'avait rien d'éclatant à l'origine, mais il s'en montra d'une capacité singulière. En quel sens? Il retrouvait un papier qu'on croyait perdu, rappelait une date sans consulter de notes, replaçait un incident ancien dans son contexte avec une précision surprenante. Mon père, qui a toujours eu le culte de l'exactitude, en conçut aussitôt une estime très vive. Je ne saurais dire qu'elle fût injustifiée. C'est même là toute ma difficulté. Elle marqua une pause. D'abord, je n'ai vu en cet homme qu'un serviteur froid, mais utile. Puis, j'ai senti peu à peu que l'atmosphère de la maison changeait. Mon père ne me parlait plus tout à fait comme autrefois. Il m'écoutait moins longtemps. Il se lassait plus vite de mes objections. Certaines conversations, qu'il eût jadis poursuivies avec moi jusqu'au bout, étaient abrégées. Il me calmait au lieu de me répondre. Et presque toujours, lorsque cela arrivait, M. Merridew n'était pas loin. Je me penchai involontairement en avant. Il s'interposait. Pas d'une manière qu'on pût lui reprocher, docteur. Mon père cherchait un nom, une date, le souvenir d'une circonstance ancienne. M. Merridew venait alors à son secours avec une exactitude à laquelle personne n'eût osé se plaindre. Il rappelait le jour précis d'un entretien, les personnes présentes, le motif qui l'avait amené. Tout cela paraissait si juste, si complet, qu'on se sentait presque ridicule à conserver le moindre doute. Pourtant, il me restait souvent l'impression qu'après son intervention, la chose dite
n'était plus tout à fait la même qu'avant. Holmes ne la quittait pas des yeux. Vous voulez dire qu'il altérait le sens? Elle secoua la tête. Je n'oserais l'affirmer ainsi, monsieur. Je puis seulement dire qu'il me semblait parfois qu'un mot ou une nuance avait glissé. Je ne pouvais le retenir, encore moins le prouver, mais la conclusion, 2 jours plus tard, paraissait plus nette, plus commode, et toujours favorable à l'autorité croissante de M. Méridiou. Et votre père? Il y voyait sans doute le simple secours d'un homme exact. Voilà ce qu'il dirait encore aujourd'hui. Il ajoute parfois qu'il est heureux de n'avoir pas à se répéter pour être compris. Elle joignit les mains avec un mouvement plus vif. Je sais bien aussi, monsieur Holmes, ce qu'on répondrait aisément à tout cela. Que j'ai l'esprit trop prompt, que je m'échauffe, que n'étant ni mariée ni promise, vivant plus qu'il n'est ordinaire auprès de mon père, j'ai fini par attacher trop d'importance à des choses qui ne me regardent pas. Mon père s'est souvent inquiété de mon caractère. Quant à M. Méridiou, il est trop habile pour formuler des reproches grossiers, mais il sait fort bien laisser entendre qu'une fille trop attachée à son père peut voir des troubles là où il n'y en a peut-être pas. Et cela suffit souvent, dis-je avec chaleur. Elle tourna vers moi un regard triste. Oui, docteur, cela suffit. Holmes demeura silencieux quelques instants, puis dit avec calme. Si je vous comprends bien, mademoiselle, vous n'apportez pas un fait isolé, mais une suite d'impressions concordantes. Vous voyez votre père se modifier dans sa manière de vous entendre, de s'appuyer sur un tiers, et vous observez chez ce tiers une exactitude qui vous paraît agir toujours dans le même sens. Est-ce là l'essentiel? Oui, monsieur. Si je voulais aller plus loin, je craindrais de vous parler moins de ce que je vois que de ce que je redoute. Voilà une distinction qui vous sert, dit Holmes. Puis il ajouta, après un bref silence, Mademoiselle, il me sera nécessaire de voir M. Méridiou. Elle tressaillit légèrement. Il comprendra aussitôt que je suis venu ici? Il le supposera peut-être. Cela n'est pas toujours un inconvénient. Elle hésita, puis répondit avec gravité. Vous le trouverez, monsieur Holmes, d'un calme et d'une correction qu'il vous sera difficile, je crois, de prendre en défaut. Holmes eut ce léger sourire que je lui connaissais lorsqu'une résistance véritable se dessinait enfin devant lui. J'aurais été contrarié du contraire, dit-il. Miss Arbery se leva presque aussitôt, comme si l'effort même qu'elle venait de soutenir ne lui permettait point de prolonger davantage sa présence sans quelque défaillance de cette maîtrise à laquelle elle paraissait tenir plus encore qu'à l'objet de sa démarche. Holmes se leva également. Vous aurez de mes nouvelles, mademoiselle, dit-il. Je ne vous promets point encore de résultats, mais je vous promets attention. Elle s'inclina. C'est déjà beaucoup, monsieur Holmes. Je vous remercie. Je la reconduisis jusqu'au palier, où Miss Hudson venait déjà pour lui faire ouvrir. Avant de descendre, elle se retourna vers moi. Vous croyez peut-être, docteur, que j'ai parlé avec plus de chaleur qu'il n'était convenable? Je crois, répondis-je, que vous avez parlé avec franchise dans une position où bien des personnes eussent choisi de se taire. Un triste sourire passa sur ses lèvres. C'est souvent ce qu'on me reproche, dit-elle, et elle s'éloigna. Lorsque je rentrai dans le salon, Holmes se tenait debout devant la cheminée, les mains derrière le dos, la tête un peu inclinée. Il n'eut pas besoin de m'interroger, mon visage dut répondre pour moi. « Eh bien, dit-il néanmoins. « Eh bien, répliquai-je, si cet homme n'est point un coquin, je consens à renoncer pour jamais à tout jugement sur mes semblables. » Holmes se retourna lentement. « Voilà, mon cher Watson, une résolution héroïque, mais peut-être prématurée. » « Prématurée? Après ce que nous venons d'entendre? Cette jeune femme est sincère à chaque mot. Plus que cela,
Elle est blessée à l'endroit le plus sensible. Je n'en doute point. Alors, il eut ce léger mouvement des épaules qui lui était propre. Alors, la sincérité n'est pas encore la preuve. Je me jetai dans mon fauteuil avec quelque vivacité. Il est des cas, Holmes, où votre admirable retenue me semble fort voisine de l'aveuglement. Cet homme ne me plaît point, et je vous avoue que je tiens déjà Miss Arbery pour fort près de la vérité. Sur cette souffrance, assurément. Sur l'interprétation qu'elle en donne, j'en sais moins encore. Voyez où nous en sommes. Une fille vive, très attachée à son père, se trouve peu à peu écartée d'une influence ancienne. Un subordonné, exact, froid, utile, s'interpose de plus en plus naturellement entre eux. Cela peut fort bien cacher une manœuvre. Cela peut aussi n'être que l'effet conjoint d'un tempérament inquiet, d'un âge qui se fatigue et d'un service habilement rendu. Vous ne croyez pas un mot à cette dernière hypothèse? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'elle demeure possible. Je me levai à mon tour. Quant à moi, je vous le dis nettement, Miss Arbery a raison sur la nature de cet homme. Holmes me regarda alors avec une attention plus sérieuse. Sur sa nature, peut-être, Watson. Sur ses actes, j'en sais moins encore. Entre l'un et l'autre, vous conviendrez qu'il existe parfois un intervalle considérable. Chez certains hommes, non. À cela, il sourit. Voilà une proposition hardie pour un médecin. Et pour un médecin qui a beaucoup vu les hommes, répondis-je. Sans relever davantage, Holmes alla prendre sur son bureau une feuille de papier. Quoi qu'il en soit, dit-il, nous n'avancerons point en commentant plus longtemps les impressions de Miss Arbery. Il faut voir M. Merridew. Vous allez lui écrire? À l'instant même. Il s'assit, demeura quelques secondes pensif, puis écrivit rapidement. Lorsqu'il eut achevé, il relut à demi-voix. Monsieur, certains points d'ordre purement privé, m'ayant été soumis dans les circonstances qui ne vous mettent nullement en cause d'une manière directe, je serais néanmoins obligé, à votre courtoisie, si vous vouliez bien m'accorder quelques instants d'entretien. Je me tiendrai demain, à l'heure qui vous conviendra, à votre disposition. Sherlock Holmes. C'est fort adroit, dis-je. On dirait presque que vous l'épargnez. J'espère surtout lui donner le plaisir de croire que je l'épargne. Il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et sonna. Miss Hudson reparut. Je vous prie, madame, de faire remettre ceci par porteur, et de recommander qu'elle soit remise en main propre. Très bien, monsieur Holmes. Lorsqu'elle se fut retirée, Holmes alluma sa pipe et s'enfonça dans son fauteuil avec l'air d'un homme qui a posé la première pièce d'un mécanisme encore imparfait. Pour ma part, j'étais trop vivement frappé de ce que nous venions d'entendre pour revenir aussitôt au calme. Vous êtes plus touché que vous ne voulez le dire, repris-je. Assurément, Watson, sans quoi je n'aurais point écrit. Mais être touché n'est pas conclure. Cette jeune femme m'a apporté non des faits établis, mais une direction. C'est beaucoup, ce n'est pas encore assez. Il me semble, quant à moi, que c'est déjà presque tout. Holmes joignit les mains. Vous avez, mon cher ami, un avantage singulier sur moi dans certaines matières. Vous croyez encore assez à la physionomie morale des choses pour reconnaître d'emblée certains climats humains. Je me défie davantage. Cela me sert souvent, quelquefois aussi. Cela me retarde peut-être un peu. Je le regardai avec surprise. Voilà un aveu que je recueille? Ne triomphez pas trop vite. Il se peut que demain, M. Merridew me paraisse un excellent serviteur injustement soupçonné par une fille nerveuse. Et il se peut aussi, répliquai-je, qu'il vous apparaisse tel qu'il m'apparaît déjà, un homme vil sous un grand air de correction. Holmes sourit. Nous verrons lequel de nous deux aura le premier nommé juste. Sur quoi, au grand étonnement,
où me jettent encore certaines de ses brusques volte-face, il abandonna le sujet pour me questionner sur une affection articulaire rare que j'avais mentionnée au commencement de notre thé. Je compris à cela qu'il jugeait la graine assez bien semée pour n'avoir plus besoin, pour l'heure, de la retourner davantage. Nous reprîmes donc, au moins en apparence, le cours ordinaire de notre après-midi. Cependant, sous cette surface retrouvée de familiarité, la visite de Miss Marianne Arbory avait laissé dans la pièce quelque chose de suspendu. Le salon de Baker Street avait repris son visage de toujours, mais l'autre maison, invisible encore, celle d'où nous venait cet appel obscur, semblait avoir envoyé jusqu'à nous une ombre légère. Et je compris, à la fixité croissante du regard de Holmes, chaque fois qu'il retombait dans le silence, que mon ami, tout embarrassé qu'il fût encore sur la nature exacte du mal, n'était déjà plus homme à laisser cette ombre suivre paisiblement son chemin. Le lendemain matin, alors que j'achevais à peine mes premières visites, un billet de Holmes me fut remis par un gamin de course dont l'apparition essoufflée semblait répondre à l'impatience même qui m'avait saisi depuis la veille. Le message était bref. Mon cher Watson, Meridiu me recevra aujourd'hui à 3h30 aux établissements Arbory. Si vos occupations vous le permettent, venez me rejoindre à Baker Street vers 3h. Il est possible que votre présence m'y soit utile. S. H. Je n'avais, fort heureusement, rien ce jour-là qui dût me retenir au-delà du strict devoir. À l'heure dite, je me rendis donc à Baker Street, où je trouvai Holmes déjà prêt. Il avait quitté ses vêtements flottants, dans lesquels il aime à promener son génie lorsqu'il demeure chez lui, et sa redingote sombre, soigneusement boutonnée, donnait à sa personne cette netteté presque agressive qu'il revêtait aux heures d'action. Vous êtes exact, Watson, voilà qui répare beaucoup de fautes médicales. Et vous, répondis-je, vous demeurez fidèle à votre habitude de mêler l'injure aux civilités. Nous avons donc rendez-vous à 3h30 précises. Puisque vous avez eu l'excellente idée d'arriver en fiacre, nous profiterons d'une économie que ni la science ni l'amitié ne doivent mépriser. Nous descendîmes aussitôt et, quelques minutes plus tard, roulions en direction des établissements Arbory. Holmes parla peu, il tira seulement de sa poche le billet de Meridiu qu'il relut 2 fois. Il accepte avec une promptitude très étudiée, dit-il enfin. Assez vite pour paraître libre, pas assez pour sembler empressé. Ce qui signifie que l'homme se croit maître de lui. Les hommes de cette sorte aiment que cela se voie. Nous arrivâmes, peu avant la demi-heure, devant un vaste bâtiment de briques sombres, d'une prospérité sévère et sans ostentation, dont la façade portait simplement ces mots Arbory et compagnie. L'intérieur répondait à cette première impression. On nous fit patienter quelques instants dans une pièce nue, correctement meublée, d'une propreté si entière qu'elle en devenait presque doctrinale. Holmes y jeta ce regard d'inventaire qui ne lui coûtait jamais qu'une seconde. Voilà, murmura-t-il, un homme qui ne laisse à chaque chose que la place strictement nécessaire. Un commis vint bientôt nous introduire dans le bureau de M. Meridiu. Je compris aussitôt pourquoi Miss Arbory avait tant insisté sur la correction de cet homme. Il n'avait rien qui séduisit d'emblée, mais tout en lui imposait l'attention. C'était un homme de taille moyenne, vêtu avec une exactitude irréprochable. Son visage, pâle et bien rasé, semblait moins immobile que contenu. Ses yeux gris, fort clairs, possédaient cette fixité polie qui vous accorde toute l'attention nécessaire sans vous donner jamais le sentiment d'être véritablement admis. Il y avait, dans l'ensemble de sa personne, quelque chose de net, de réglé, de fermé, qui eût inspiré confiance à beaucoup d'hommes et défiance à quelques autres. Il s'inclina devant Holmes.
Monsieur Sherlock Holmes, je suis très sensible à l'honneur de votre visite. Holmes lui rendit son salut avec cette réserve légèrement sèche qu'il adoptait lorsqu'il voulait laisser à l'autre la responsabilité du terrain. Monsieur Meridiu, permettez-moi de vous présenter mon ami, le docteur Watson, dont la discrétion m'est depuis toujours trop précieuse pour que je m'en prive lorsque j'ai à m'éclairer sur certaines affaires délicates. Meridiu se tourna vers moi avec une courtoisie parfaite, mais plus extérieure. Docteur, puis il revint à Holmes. Votre nom, monsieur Holmes, ne m'était point inconnu. Je garde souvenir d'une note parue dans le Standard le 17 mars 1887, touchant une irrégularité de valeur négociable entre Londres et La Haye. L'article était médiocre, mais la chronologie qu'il donnait suffisait à montrer où se trouvait l'intérêt de l'affaire. La presse, en ces matières, aime les résultats plus que la manière d'y parvenir. Holmes inclina légèrement la tête. Il lui arrive aussi d'aimer les résultats qu'elle invente. Je vis alors que Meridiu avait obtenu ce qu'il cherchait, non pas une flatterie reçue avec complaisance, mais l'acceptation d'un terrain commun. C'est fort vrai, dit-il, et généralement au détriment des faits. Je n'aimais point cette entrée en matière. Il me sembla que cet homme nous avait déjà classés l'un et l'autre, et qu'il réservait à Holmes une langue particulière, faite pour plaire à son goût de l'exactitude. Holmes prit place sans hâte, croisa ses longues jambes et dit d'un ton presque administratif: Je vous remercie de nous recevoir, monsieur Meridiu. Je puis vous assurer d'emblée sur un point. Rien, dans la démarche qui m'amène, n'a le caractère d'une accusation. On m'a consulté sur certaines inquiétudes relatives à la maison de monsieur Arbery. Votre nom ayant été mentionné comme celui d'une personne naturellement au fait de ces matières, j'ai cru préférable de vous entendre avant de former la moindre opinion. Meridiu joignit légèrement les mains sur le bureau. Il ne dit que deux mots. Miss Arbery. Vous me voyez tout disposé à vous être utile, monsieur Holmes. Pour autant que des affaires de famille puissent être utilement éclaircies du dehors. C'est précisément la question, dit Holmes. Il se peut fort bien qu'il y ait là rien qui dépasse les froissements ordinaires d'une maison fatiguée par l'âge, le travail et quelques susceptibilités domestiques. Mais je préfère m'en assurer par moi-même. À ces mots, je sentis combien Holmes venait de faire à Meridiu une concession calculée. Il lui offrait, dès l'abord, la possibilité de croire que le célèbre détective inclinait déjà vers une lecture défavorable à Miss Arbery. Meridiu ne laissa paraître aucun triomphe. Pourtant, son regard se fixa un instant plus volontiers sur Holmes. Vous exprimez la chose avec beaucoup de justesse, monsieur. Dans les maisons où un homme a longtemps tout porté sur lui, il suffit de très peu pour qu'une inquiétude sincère prenne une importance qu'elle n'aurait point ailleurs. Miss Arbery est donc inquiète, dit Holmes, comme s'il n'attachait à cette réponse qu'un intérêt de pure méthode. Très sincèrement, je le crois. Je me garderais bien d'en douter. C'est une jeune personne fort attachée à son père, d'une nature vive, généreuse, mais impressionnable. Certaines modifications inévitables dans l'allure d'une maison de commerce ont pu lui paraître plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Je me remuai sur mon siège, mais Holmes, qui semblait écouter avec un détachement presque professionnel, poursuivit. Vous parlez de modifications inévitables. Lesquelles? Celles qu'amène partout la fatigue d'un homme très occupé, l'accroissement des affaires, la nécessité de déléguer davantage, et peut-être aussi le regret bien naturel qu'éprouvent certaines affections lorsqu'elles ne trouvent plus auprès d'elles la même place qu'autrefois. Cette phrase, débitée avec une douceur égale, me parut d'une insolence achevée. Meridiu ne niait rien, il réduisait tout. Holmes, néanmoins, inclina légèrement la tête.
Cela se tient. Mais puisque votre nom se trouve mêlé à ces impressions, j'aimerais vous entendre sur votre fonction exacte auprès de Monsieur Arbery. Une fonction beaucoup moins importante qu'on ne pourrait le croire, répondit Méridiou. Je mets de l'ordre, je rappelle des précédents, je soulage un homme fort chargé d'une multitude de détails qui n'exigent pas toujours sa présence entière. Et vous le faites, m'a-t-on dit, avec une mémoire peu commune? Un éclair presque imperceptible passa sur le visage de Méridiou. Ça n'était pas un sourire, c'était la satisfaction d'un homme que l'on nommait exactement là où il souhaitait l'être. J'ai le bonheur de retenir assez fidèlement ce que j'entends, surtout lorsque les choses se tiennent entre elles. C'est là un avantage de travail, rien de plus. Bien des difficultés naissent moins d'une mauvaise intention que d'un souvenir mal tenu. Vous me comprenez sans doute, monsieur Holmes. Je vous comprends, du moins assez, pour savoir la chose rare, dit Holmes. Je n'aimais point davantage cette seconde approbation. À la place même où j'attendais une réserve, je voyais mon ami adopter ce ton de reconnaissance mesurée qui, chez un homme comme Méridiou, ne pouvait manquer d'agir comme un stimulant. Celui-ci poursuivit, toujours d'une voix parfaitement tenue. Miss Arbery, si vous me permettez de parler avec franchise, souffre moins d'un tort précis que d'une peine réelle. Elle a vécu fort près de son père. Celui-ci, en avançant en âge, s'appuie davantage sur ceux qui peuvent lui épargner certaines fatigues. Rien n'est plus naturel, et rien aussi n'est plus facile à mal ressentir chez une personne ardente. Vous conviendrez, monsieur Holmes, qu'il faut parfois distinguer ce que l'on souffre de ce qui est. C'est une distinction utile, en effet, dit Holmes. Je ne pus me contenir davantage. À une condition, monsieur Méridiou, qu'elle ne serve point à retirer toute valeur à ce qu'on souffre. Méridiou se tourna vers moi avec un calme qui me déplut davantage encore. Je serais désolé, docteur, d'avoir donné une telle impression. J'ai pour Miss Arbery le plus sincère respect, mais il est des peines de famille qu'on aggrave fort en leur prêtant plus de dessein qu'elles n'en ont. Holmes, sans se départir de son ton presque indifférent, reprit. Et Monsieur Arbery lui-même, comment définirait-il, selon vous, le secours que vous lui apportez? Il dirait sans doute, répondit Méridiou, qu'il est heureux de n'avoir pas à se répéter 2 fois pour être compris, qu'un homme de sa charge a quelque droit d'être secondé avec exactitude, et que l'ordre, lorsqu'il est bien servi, ressemble souvent aux yeux du dehors à une autorité plus grande qu'elle n'est réellement. En d'autres termes, dit Holmes, votre utilité risque de vous faire paraître plus puissant que vous ne l'êtes. Pour la première fois, il y eut chez Méridiou comme une légère détente, presque un plaisir. C'est là un inconvénient auquel je me résigne, monsieur Holmes. Les hommes qui mettent de l'ordre dans les affaires d'autrui sont souvent soupçonnés de vouloir gouverner à leur place. Il marqua une pause, puis ajouta avec cette précision presque trop naturelle qui me fit aussitôt souvenir des paroles de Marianne. Le 14 août dernier encore, lors d'un entretien relatif à la question de Hull, M. Arbery chercha un précédent de 1887, que j'eus seulement le bonheur de lui rappeler. Miss Arbery, présente ce jour-là, parut croire que j'orientais sa pensée, quand je ne faisais que lui rendre un souvenir qu'il tenait déjà. Ce genre de malentendu est précisément celui dont nous parlons. À cette référence si exacte, si datée, si inutilement complète pour qui ne cherchait pas à impressionner, je sentis ma défiance redoubler. Méridiou n'exposait pas, il démontrait qu'il pouvait exposer. Holmes, lui, semblait écouter avec une attention tranquille. Je vois, dit-il, il est toujours difficile, en de telles matières, de discerner où finit l'aide et où commence l'ascendant. Méridiou inclina légèrement la tête. Comme un homme,
qui recevait d'un père une formulation qu'il eût souhaité lui-même donner. Vous avez là, monsieur Holmes, le cœur même de la difficulté. Ce petit mouvement m'irrita presque davantage que tout le reste. Je vis clairement, à cet instant, que Meridiu ne cherchait pas seulement à convaincre. Il voulait être compris, reconnu, presque consacré par Holmes. Quant à mon ami, je ne pouvais encore dire jusqu'à quel point il jouait son jeu et jusqu'à quel point il acceptait réellement de se tenir sur ce terrain. L'entretien se prolongea encore quelques minutes sur le même ton. Meridiu ne se départit jamais de sa mesure, il n'attaqua point Marianne, il la réduisit, il ne s'exalta jamais sur lui-même, il laissa seulement paraître, une ou deux fois, ce contentement discret du praticien exact nommé à l'endroit même où il se sait supérieur. Lorsqu'enfin Holmes se leva, je ne pouvais me dissimuler que si victoire il y avait eu dans cette première rencontre, elle était allée tout entière à notre interlocuteur. Je vous remercie, monsieur Merridew, dit Holmes. Vous m'avez éclairé avec beaucoup de netteté. Je ne désire rien tant, répondit-il, que de dissiper des inquiétudes dont le principe est honorable, mais dont le développement pourrait devenir injuste. Il nous reconduisit jusqu'à la porte avec la même correction sans faille. Ce ne fut qu'une fois dans le couloir, hors de sa présence, que je respirai comme un homme sorti d'une atmosphère trop exactement réglée pour être saine. Nous descendîmes l'escalier sans échanger une parole. J'avais encore dans l'oreille cette voix égale, cette correction sans défaut, ces paroles prudentes qui n'attaquaient jamais et qui cependant diminuaient tout ce qu'elles touchaient. À peine dans le fiacre, eut-il repris sa route que mon irritation éclata. Holmes, vous avez été d'une complaisance que je ne vous connaissais point. Vous l'avez laissé parler comme si Miss Arbery n'était qu'une enfant inquiète. Il tourna vers moi un regard tranquille. Je ne l'ai point laissé faire, Watson, je lui ai donné une direction. Vous l'avez presque encouragé. Si je l'avais attaqué, il se fût abrité derrière sa courtoisie, son utilité et l'inquiétude de Miss Arbery. Il eût été parfait. Je voulais savoir comment il gagnerait cette première passe, non l'empêcher de la jouer. Je me tus, malgré moi, frappé par cette réponse. Et vous l'avez vu? En partie. Il est vain, mais d'une vanité froide. Il est précis, mais il aime qu'on sache sa précision. Il méprise Miss Arbery, mais il est trop bien dressé pour le montrer autrement qu'en la plaignant. Alors, vous voyez bien qu'elle dit vrai. Holmes joignit les mains. Je vois que l'homme est déplaisant, peut-être dangereux. Mais un homme peut être vain, froid, condescendant, même cruel, sous la forme de la politesse, sans avoir nécessairement construit l'emprise que Miss Arbery lui attribue. Mais enfin, Holmes, c'est une évidence. Il sourit faiblement. Pour vous, oui, vous jugez l'homme par sa température morale. Vous entrez dans une pièce, vous sentez l'air vicié, et vous savez qu'il faut ouvrir les fenêtres. Et vous? Moi, je cherche d'où vient le gaz. La comparaison, quoique peu flatteuse pour mon procédé, était assez juste pour m'arracher un silence. Alors, que vous manque-t-il? Le père? Nous avons entendu Miss Arbery, puis l'homme qu'elle redoute. Il nous reste à voir celui autour de qui tout s'ordonne. Tant que je n'aurai pas observé M. Arbery en présence, ou du moins à proximité de son secrétaire, je ne saurais si Meridiu sert une fatigue naturelle, ou s'il la gouverne. Et vous pensez que M. Arbery acceptera de nous recevoir? S'il croit qu'on lui offre l'occasion de reprendre possession de sa propre affaire, oui. Le fiacre atteignit Baker Street peu après 4 heures. Holmes monta aussitôt à son bureau, tira vers lui une feuille et prit sa plume. Vous écrivez déjà? Il ne faut jamais laisser refroidir un homme orgueilleux lorsqu'on s'adresse à sa dignité. Il écrivit rapidement, puis me lut.
Monsieur, j'ai été consulté au sujet de certaines inquiétudes relatives à votre maison. Inquiétudes dont je ne saurais encore dire si elles reposent sur un fait réel ou sur les froissements naturels qu'amènent l'âge, l'affection et le poids des affaires. Votre nom ne m'a été rapporté qu'avec respect, et je ne désire en aucune façon donner à cette démarche une forme qui puisse troubler inutilement votre famille. Il me semblerait toutefois regrettable qu'un malentendu, s'il n'est que cela, pris de plus grandes proportions, faute d'avoir été éclairci avec vous-même. Si vous consentez à m'accorder quelques minutes, accompagné de mon ami le docteur Watson, je me tiendrai à votre disposition au jour et à l'heure qui vous conviendront. Je suis, monsieur, votre très obéissant serviteur, Sherlock Holmes. Elle est habile, dis-je. Vous ne l'accusez pas, vous l'invitez à redevenir maître du sujet. C'est le bouton exact. Et s'il transmet la lettre à Meridiu? Holmes sécha l'encre avec soin. Si Meridiu est simplement un secrétaire utile, il facilitera l'entretien. S'il est ce que vous croyez, il cherchera à y assister. Et s'il y assiste? Holmes plia lentement le papier. Alors nous n'aurons pas besoin de le chercher dans la maison. Il viendra se placer lui-même à l'endroit exact où je souhaite l'observer. Il sonna Miss Hudson et lui remit l'enveloppe, en demandant qu'elle fût portée sans délai et remise autant que possible à M. Arbery lui-même. Lorsque la porte se fut refermée, Holmes resta quelques instants près de la cheminée. Nous avons devant nous deux récits, Watson. Celui de Miss Arbery à la chaleur de la souffrance, celui de M. Meridiu, la froideur de l'ordre. Le danger serait de croire le premier parce qu'il nous touche, ou le second parce qu'il paraît mieux rangé. Et que préférez-vous? Il tourna vers moi son visage maigre. Pour le moment, je préfère les regarder se rencontrer. La réponse de M. Arbery ne nous parvint point le soir même. Je ne m'en étonnais guère. Dans une maison de cette importance, et chez un homme que l'âge n'avait pas encore dépouillé du goût de commander l'emploi de son temps, il eût été presque surprenant qu'une telle demande reçût une réponse trop prompte. Ce fut seulement le lendemain, un peu avant midi, qu'un billet, porté à Baker Street par un domestique en livrée sombre, vint nous apprendre que M. Arbery recevrait Sherlock Holmes, accompagné du docteur Watson, le surlendemain à 4 heures, dans son bureau particulier des établissements Arbery. Le billet, que Holmes me fit tenir aussitôt, était bref, net, et d'une politesse un peu raide. Rien n'y trahissait l'inquiétude, mais rien non plus n'y relevait de la simple curiosité. Je crus y sentir cette disposition propre aux hommes puissants lorsqu'ils consentent à entendre ce qui les contrarie, pourvu que la forme de cet entretien leur permette de paraître encore en diriger l'objet. Le surlendemain, donc, je retrouvai Holmes devant la façade sombre de Arbery et compagnie. Il avait choisi, cette fois, de ne point m'attendre à Baker Street, et je compris à cette petite modification qu'il voulait se présenter devant M. Arbery comme un homme se rendant à un entretien précis, non comme à un visiteur encore embarrassé des commentaires de son compagnon. Vous êtes en avance, Watson, dit-il en consultant sa montre. C'est une habitude inquiétante chez un médecin. Elle suppose que vos malades vont trop bien, ou que votre affaire me préoccupe plus qu'elle ne devrait. Voilà qui est plus flatteur pour moi et moins pour eux. Il referma sa montre. Vous avez reçu le billet de M. Arbery? Oui. Il m'a paru sec. Sec, mais non hostile. Il veut savoir de quoi il retourne, et surtout par quelle porte cette inquiétude est entrée chez lui. Nous devrons éviter de lui donner l'impression qu'elle est entrée par effraction. Et Meridiu? Nous verrons s'il est invité. Il prononça ces mots d'un ton si calme que je sentis aussitôt qu'il y attachait plus d'importance qu'il ne voulait l'avouer.
Un commis nous introduisit presque aussitôt. Cette fois, nous ne traversâmes pas le même couloir que lors de notre première visite. On nous conduisit par un escalier plus large, garni d'un tapis sombre, jusqu'à une porte massive où le nom de M. Arbery n'était point inscrit, comme si sa présence même suffisait à désigner le lieu. Le bureau du maître de la maison contrastait avec celui de son secrétaire. Il était vaste, haut de plafond, chargé de meubles solides, de cartes industrielles, de plans encadrés et de grands registres reliés. Une large cheminée occupait le mur de droite, et derrière le fauteuil principal, une fenêtre donnait sur une cour où l'on apercevait, par éclair, les mouvements lointains de quelques ouvriers. Tout y parlait moins d'ordre que de puissance accumulée. Le désordre même y avait de la gravité. M. Arbery se leva à notre arrivée. C'était un homme grand encore, malgré l'affaissement léger des épaules. Ses cheveux blancs, sa mâchoire forte, son regard bleu restait très vif, tout en lui rappelait la vigueur dont sa fille nous avait parlé. Mais je crus aussi reconnaître, dans la manière dont sa main demeura une seconde de trop posée sur le bras de son fauteuil, avant qu'il avançât vers nous, ce petit délai du corps que l'orgueil commande encore, mais que l'âge commence à discuter. Monsieur Holmes, dit-il, Dr. Watson, je vous prie de prendre place. Sa voix était pleine, quoiqu'un peu voilée. Holmes s'inclina. Je vous remercie de nous recevoir, monsieur. Je tâcherai de ne point abuser de votre temps. À cet instant seulement, je remarquai M. Meridiu. Il se tenait debout près d'un meuble à dossier, un registre ouvert entre les mains, dans une attitude si réservée qu'elle semblait presque excuser sa présence avant même qu'on eût songé à la remarquer. Il ne s'était pas avancé, il n'avait point parlé, il était là, comme l'étaient l'encrier, les cartes ou la pendule, utile, discret et déjà installé. M. Arbery suivit notre regard. M. Meridiu achevait de classer quelques pièces relatives à l'entretien de ce matin. Il connaît mieux que personne certaines correspondances dont il pourrait être question. Je suppose que sa présence ne vous gênera pas, monsieur Holmes. La question, ainsi posée, ne laissa guère de place à un refus sans offense. Holmes eut un léger sourire. Nullement, monsieur, si vous-même la jugez utile. Meridiu inclina la tête, avec cette courtoisie parfaite dont j'avais déjà appris à me défier. Je demeurerai aussi silencieux qu'il conviendra. Ce qui, je devais bientôt m'en apercevoir, était une promesse plus habile que sincère. M. Arbery prit place et nous fit signe d'en faire autant. Meridiu resta d'abord debout en retrait, derrière le fauteuil de son maître, mais assez loin pour que sa présence ne pût paraître importune. Holmes posa quelques questions très simples, presque domestiques. Il parla de Miss Arbery avec une délicatesse visible, insistant d'abord sur son affection, non sur ses craintes. Votre fille, monsieur, nous a paru profondément attachée à vous. Le vieux visage s'adoucit aussitôt. Marianne est une bonne fille, trop vive peut-être, trop entière. Elle tient de sa mère pour le cœur, et de moi pour l'entêtement. Mauvaise combinaison pour le repos d'une maison. Il avait dit cela avec une tendresse bourrue qui me plut. Mais j'observai que Meridiu, derrière lui, avait légèrement baissé les yeux vers son registre, comme un homme qui reconnaît une formule familière. Elle nous a confié, reprit Holmes, qu'elle craignait de vous voir plus fatigué depuis quelque temps. M. Arbery fronça les sourcils. Les jeunes filles transforment volontiers la fatigue des autres en tragédie personnelle. J'ai 68 ans, monsieur Holmes. Je ne puis travailler comme à 35. Mais il y a, loin de là, aux imaginations, dont Marianne est capable lorsqu'elle s'échauffe. Meridiu n'avait point bougé. Holmes continua. Elle semble souffrir surtout d'une distance nouvelle entre vous. Le regard de M. Arbery se fit plus grave. Voilà qui est plus juste.
Elle sent peut-être que les choses changent. Je ne puis plus lui donner toutes les heures qu'elle réclamerait, ni recevoir chaque objection comme autrefois. Les affaires ont grossi, les hommes vieillissent, les filles, elles, voudraient que leur père restât celui de leur enfance. Il y avait là une vérité qui rendait la phrase douloureuse. Je songeai à Marianne, et je sentis mon cœur se serrer. Holmes, lui, ne pressa point. Il laissa un silence s'établir, puis Monsieur Meridiou vous apporte donc un soulagement réel? Un soulagement considérable. Cet homme a de l'ordre, de la mémoire, de la mesure. Il m'épargne des répétitions inutiles. Il s'arrêta, cherchant visiblement un nom. Meridiou, toujours en retrait, dit seulement Cartwright, monsieur. Cartwright, oui, ce vieux Cartwright, que j'ai supporté 10 ans de trop. Il fallait lui expliquer 3 fois la même chose. Meridiou, lui, comprend avant que j'aie achevé. Le mot était innocent, le geste aussi. Pourtant, je sentis, comme on sent une porte se fermer doucement, que quelque chose venait de se produire. Holmes reprit avec une lenteur étudiée. Miss Arbery paraît croire que cette exactitude même a fini par vous éloigner d'elle. Le vieux Arbery eut un mouvement d'impatience. Marianne croit beaucoup de choses. Elle a de l'esprit, je ne le nie pas. Mais l'esprit d'une femme, lorsqu'il s'attache trop vivement aux affections domestiques, devient parfois un instrument de trouble. Elle devrait être mariée depuis longtemps. Cette dernière phrase tomba lourdement. Meridiou leva les yeux pour la première fois, non vers nous, mais vers le vieil homme, avec une attention presque imperceptible. Holmes demanda Vous pensez que son absence d'établissement rend son jugement moins sûr? Monsieur Arbery sembla regretter la dureté de ce qu'il venait de dire. Je pense qu'elle vit trop près de moi, et trop peu pour elle-même. Elle prend pour des dangers ce qui n'est souvent qu'un changement d'habitude. N'est-ce pas, Meridiou? Le secrétaire s'avança d'un demi-pas. Miss Arbery a toujours porté à son père un attachement très vif, monsieur. Il serait injuste de n'y voir qu'un défaut. La phrase était belle. Elle était même généreuse. Mais dans la seconde qui suivit, il ajouta Seulement les affections les plus honorables s'alarment parfois de perdre une place qu'elles ne perdent pas réellement. Elles voient un rival dans un service. M. Arbery inclina la tête. Voilà, c'est bien cela, un rival dans un service. Je regardai Holmes, il n'avait pas bougé, mais ses paupières s'étaient légèrement abaissées, et je reconnus chez lui ce signe d'attention extrême qui n'échappait qu'à ceux qui le connaissaient mal. L'entretien se poursuivit ainsi. D'abord, Meridiou ne donna que des mots, puis des dates, puis le contexte des dates. M. Arbery évoquait une ancienne décision relative aux expéditions de Hull. Meridiou rappela le 14 août, la présence de Bell, le dossier de janvier 1887. M. Arbery parla d'un conseiller trop lent. Meridiou précisa que cet homme avait lui-même demandé à être moins chargé après l'incident de Manchester. Chaque intervention avait l'apparence du secours. Aucune ne semblait forcer la pensée du vieil homme. Et cependant, après chacune, la phrase de M. Arbery repartait dans une direction un peu plus nette, un peu plus conforme à celle que Meridiou venait de poser devant lui. Je ressentis d'abord une gêne obscure, puis une irritation, puis enfin une sorte d'évidence froide. Cet homme ne parlait pas à la place de son maître. C'était plus subtil et plus terrible. Il lui tendait, au moment exact où une hésitation l'arrêtait, les mots dans lesquels celui-ci pouvait encore croire parler seul. Holmes, comme s'il eût voulu éprouver jusqu'où allait ce mécanisme, posa alors une question d'un ton presque négligent. Ainsi, si je comprends bien, monsieur, vous n'avez jamais senti que M. Meridiou vous poussa vers une direction qui ne fut pas déjà la vôtre.
M. Arbery répondit aussitôt. Jamais. Mais le mot était sorti trop vite. Puis, il se reprit, comme surpris lui-même de sa promptitude. Jamais, du moins, d'une manière qui... Il s'interrompit. Méridiou, qui jusqu'alors avait conservé une parfaite maîtrise de lui-même, ajouta doucement. D'une manière qui ne fût conforme aux intentions déjà exprimées, monsieur. Le vieil homme sembla soulagé. Oui, voilà, conforme aux intentions déjà exprimées. Je vis alors sur les lèvres de Méridiou une ombre si fugitive qu'un homme moins attentif l'eût prise pour rien. Ça n'était ni un sourire, ni une grimace, c'était moins encore. Une mince satisfaction, presque aussitôt effacée. Comme si l'homme eût goûté une victoire trop petite pour mériter d'être montrée. Holmes la vit aussi, j'en fus certain. Quelques instants plus tard, mon ami mit fin à l'entretien. Il se leva le premier, lentement, avec cette courtoisie mesurée qui ne livrait rien de sa pensée. Je vous remercie, monsieur Arbery. Vous nous avez accordé plus de temps que je n'osais en solliciter. Le vieil industriel se leva à son tour. Son mouvement fut digne, mais je remarquai qu'il prit appui sur le bras de son fauteuil avant de nous accompagner jusqu'à la porte du bureau. Méridiou, lui, demeura en arrière. Il referma le registre ouvert devant lui, rangea un papier dans le dossier correspondant. Puis s'inclina avec cette discrétion irréprochable qui semblait toujours le replacer dans le rôle exact qu'il voulait occuper. Lorsque la porte se fut refermée derrière nous, je ne pus retenir ces mots. Cette fois, Holmes, vous l'avez vu? Mon ami ne répondit pas tout de suite. Puis, très bas, oui, Watson. Cette fois, je l'ai vu fonctionner. Alors il n'y a plus de doute? Holmes s'arrêta dans le couloir. Plus de doute sur le procédé, mais il reste à le rendre visible à celui qui le subit. Monsieur Arbery? Précisément. Lui dire ce que nous avons vu ne servirait à rien. Il répondrait que son secrétaire l'a seulement aidé. Plus nous insisterions, plus nous le forcerions à défendre Méridiou, car l'accusé serait lui demander d'admettre sa propre dépendance. Je gardai le silence. Cette vérité avait quelque chose de rude. Alors, que faire? Faire parler Méridiou lorsqu'il se croit hors de portée de son maître. À cet instant, la porte du bureau se rouvrit. M. Arbery parut sur le seuil. Il avait gardé toute sa dignité, mais son visage portait une irritation contenue. Monsieur Holmes, un instant encore. Holmes s'inclina. Le vieil industriel referma la porte derrière lui. Je n'aime point que les choses restent en suspens. Vous avez entendu ma fille, puis monsieur Méridiou, puis vous venez de me voir avec lui. Si vous avez une conclusion, dites-la. Ma conclusion, monsieur, est que Miss Arbery aperçut un phénomène réel. Le visage de Arbery se durcit. Vous appelez phénomène le fait qu'un homme compétent me seconde? Non, j'appelle phénomène le fait qu'un homme compétent puisse, à force de vous seconder, finir par choisir les mots dans lesquels vous croyez décider seul. Arbery eut un mouvement brusque. Monsieur Holmes, je ne dis pas que cela soit établi à vos yeux, je dis que c'est l'hypothèse qu'il reste à éprouver. Le vieil homme nous regarda tour à tour. Et comment prétendez-vous l'éprouver? En plaçant M. Méridiou dans une situation où il ne parlera plus devant vous, mais de vous. Arbery resta immobile. Vous me demandez d'écouter en secret dans ma propre maison? Je vous demande de vérifier un point qui concerne votre autorité, votre fille et votre nom. Si rien ne se produit, vous serez fixé. Miss Arbery devra entendre qu'elle s'est trompée et le docteur Watson, comme moi, pourront l'y aider. Cette dernière phrase lui rendit le terrain de l'efficacité plutôt que celui de l'humiliation. Ainsi, si votre épreuve ne donne rien, vous admettrez devant Marianne qu'elle s'est alarmée sans cause.
J'admettrai que nous n'avons rien observé qui justifie ces craintes. Arbery fixa Holmes. C'est prudent. C'est honnête. Le vieil industriel hocha enfin la tête. Très bien. Que voulez-vous savoir? Monsieur Meridiu travaille-t-il souvent tard? Presque chaque soir. Il dit que c'est le meilleur moment où les dossiers cessent de circuler. À quelle heure quittez-vous ordinairement les bureaux? 6h30, 7h ou plus tard. Jamais après 7h15, sauf exception. Et Monsieur Meridiu le sait? Toute la maison le sait. J'ai des habitudes fixes. À quelle heure part-il, lui? Vers 8h, parfois un peu plus tard. Il descend souvent aux archives avant de quitter les lieux. Holmes tourna légèrement la tête vers moi. La pièce venait de tomber exactement où il l'attendait. Alors, monsieur, si vous consentez à demeurer ici ce soir après votre heure ordinaire, sans que personne le sache, je crois pouvoir obtenir de monsieur Meridiu quelques paroles plus naturelles que celles qui nous a servi aujourd'hui. Arbery se raidit. Je n'aime pas cela. Moi non plus. Mais les méthodes utiles ont rarement la politesse des méthodes confortables. Le vieil homme resta silencieux, puis il dit d'une voix sèche: Soit, à 20h. Je ne resterai pas ici. Meridiu saurait aussitôt que mes habitudes sont rompues. Il existe, dans l'aile ancienne du bâtiment, un petit bureau que j'occupais autrefois, lorsque la maison tenait encore dans 3 pièces et 2 registres. On ne s'en sert plus guère aujourd'hui. J'y attendrai que les bureaux soient vides. Personne ne devra le savoir. Pas même Marianne. Surtout pas Marianne. Très bien, dit Holmes. Où devrons-nous vous rejoindre? Au bas de cet escalier, près de la porte vitrée que vous avez passée en montant. De là, je vous conduirai moi-même vers le couloir des archives. Meridiu y descend presque chaque soir avant de partir. Alors, c'est là que nous l'attendrons, dit Holmes. Et s'il ne dit rien, alors nous saurons qu'il est plus prudent encore que je ne le pensais. Arbery fronça les sourcils. Vous êtes un homme incommode, monsieur Holmes. Dans les affaires commodes, on ne m'appelle guère. Arbery inclina la tête. À 20h, donc. Et si cette affaire n'aboutit à rien, docteur Watson, je compterai sur vous pour dire à ma fille que son père n'est ni un enfant, ni un vieillard gouverné par son secrétaire. Elle vous écoutera peut-être mieux que moi. Je sentis tout ce que cette phrase contenait d'orgueil, de peine et d'aveuglement. Je lui dirai ce que j'aurai vu, monsieur, répondis-je. Arbery parut contrarié, puis accepta la limite. C'est donc entendu. Holmes s'inclina de nouveau, et nous quittâmes enfin les lieux. À 8h moins 10, nous étions de retour devant les établissements Arbery. Le vaste bâtiment, si animé quelques heures plus tôt, avait alors cette immobilité particulière des maisons de travail après le départ des hommes. Quelques fenêtres seulement demeuraient éclairées. Derrière les vitres hautes, on devinait moins la vie que la persistance des choses. Registres, papiers, dossiers, toute cette poussière d'activité humaine qui survit à ceux qui l'ont remué durant le jour. M. Arbery nous attendait au bas de l'escalier, près de la porte vitrée dont il nous avait parlé. Il portait son chapeau à la main, et son visage avait retrouvé cette dureté d'homme d'affaires qui lui servait à tenir à distance ses propres troubles. J'ai attendu dans l'ancien bureau, dit-il à voix basse. Personne ne m'y aura cherché. Meridiu descend généralement aux archives avant de partir. S'il suit son usage, il passera par ce couloir d'ici quelques minutes. Très bien, dit Holmes. Il indiqua du regard un renfoncement formé par 2 hautes armoires. Docteur, restez avec M. Arbery. Quoi qu'il arrive, ne paraissez pas avant lui. Et vous? Demandai-je. Je vais déplacer la menace. M. Meridiu doit croire que je lui parle de demain
non de ce soir. Il s'éloigna aussitôt, avec cette démarche souple et silencieuse qui, chez lui, semblait presque supprimer son poids. Monsieur Harbury et moi nous plaçâmes dans l'ombre. Je sentis le vieil homme raide auprès de moi, moins inquiet, je crois, que profondément irrité d'avoir consenti à une méthode qui offensait tout son orgueil. Nous n'attendîmes guère. Un pas régulier monta bientôt du couloir des archives. Monsieur Meridiu apparut, un portefeuille sous le bras. Il s'arrêta net en apercevant Holmes. « Monsieur Holmes, votre présence à cette heure me surprend. » « Je le conçois, monsieur Meridiu. Je vous prie d'excuser cette liberté. J'ai souhaité vous dire un mot avant de clore provisoirement cette affaire. » « La clore ? Pour l'instant, oui. J'ai vu assez pour comprendre, trop peu pour agir. » Meridiu ne répondit pas. Son visage demeura parfaitement calme, mais son intention se resserra tout entière. Holmes reprit d'une voix basse et nette. « Vous êtes un homme remarquable dans votre registre. Je vous ai observé auprès de M. Harbury. Vous ne poussez pas, vous soutenez. Vous ne commandez pas. Vous donnez le mot qui manque, le souvenir opportun. La conclusion déjà prête. C'est infiniment plus habile. Vous me prêtez une intention que je ne reconnais pas. Non, je vous reconnais une méthode. Les intentions portent peu lorsque la méthode suffit. » Un silence suivit. « Et cependant, dit Meridiu, vous dites ne pouvoir agir. Parce que vous êtes exact, trop exact. Vous ne laissez derrière vous ni menaces, ni faux documents, ni paroles assez grossières pour être saisies. Miss Harbury vous a deviné. Moi, je vous ai compris. Mais entre comprendre et démontrer, il y a parfois toute la largeur d'un tribunal. » Je sentis, près de moi, M. Harbury retenir son souffle. « Je ne sais si je dois me défendre ou vous remercier, monsieur Holmes. »« Ni l'un ni l'autre. Je voulais seulement vous prévenir que je garderai un œil sur vous. Les hommes de votre sorte ne s'arrêtent guère d'eux-mêmes. » Cette fois, une ombre de sourire passa sur les lèvres de Meridiu. « Les hommes de ma sorte ? Ceux qui savent rendre leur présence indispensable avant qu'on ait songé à s'en défier. » Meridiu demeura immobile, puis il répondit plus bas. « Vous êtes plus juste que vous ne le croyez. Les hommes forts vieillissent mal. Ils veulent encore signer les décisions, mais non porter seuls l'effort qui les précède. Je ne gouverne pas M. Harbury, je lui épargne les hésitations qui l'offensent. Je lui rends ses propres volontés plus nettes, voilà tout. » Holmes ne bougea point. « Et Miss Harbury ?» Le sourire reparut, plus froid. « Miss Harbury a l'intuition vive et la preuve faible. C'est une combinaison dangereuse chez les natures ardentes. Elle sent qu'une place lui échappe, et elle nomme cela danger. Dans une maison sérieuse, monsieur Holmes, l'affection ne saurait tenir lieu de gouvernement. Tandis que vous gouvernez. Je maintiens l'ordre. La nuance est considérable. Même lorsque cet ordre parle par votre voix plutôt que par celle de M. Harbury. » Meridiu eut alors ce léger mouvement de la tête qu'un homme moins vain aurait retenu. « Il n'y a bientôt plus grande différence lorsque l'un se souvient mieux que l'autre de ce qu'il a voulu. » M. Harbury sortit de l'ombre. « Assez !» Le mot tomba sans éclat, mais il rompit Meridiu plus sûrement qu'un cri. Le secrétaire ne recula pas. Tout son visage sembla seulement se fermer d'un coup, comme si une porte intérieure venait d'être poussée avec violence. « Monsieur, taisez-vous. » La voix du vieil industriel était basse, mais elle avait retrouvé une autorité terrible. Il fit un pas vers Meridiu. Je vis qu'il tremblait, non de faiblesse seulement, mais d'une colère si contenue qu'elle paraissait lui coûter un effort physique. « Demain matin.
vous remettrez à mon homme d'affaires tous les dossiers dont vous avez la charge. Vous ne reviendrez plus dans cette maison sans y être appelé. Meridiu inclina lentement la tête. Comme il vous plaira, monsieur. Il ne tenta pas de discuter. Ce fut peut-être sa dernière habileté. Il comprit que la parole, cette fois, ne lui appartenait plus. Il passa devant nous et disparut dans le couloir d'un pas toujours égal. Le silence qui suivit fut d'une nature singulière. On eût dit que la pièce entière attendait encore la voix de Meridiu pour lui rendre sa forme accoutumée. M. Harbury demeura debout, les yeux fixés sur le couloir vide, comme un homme qui découvre soudain qu'une partie de ses pensées lui revenait avec un accent étranger. Puis il se tourna vers Holmes. « Ma fille avait donc raison. » Elle avait vu juste, monsieur. Elle n'avait seulement pas les mots qui auraient contraint les hommes à l'entendre. Le vieil homme ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il me parut soudain plus âgé. Je lui dois réparation. Vous lui devez d'abord de l'écouter, dit Holmes. La réparation viendra peut-être ensuite. Harbury serra les mâchoires. Elle ne saura rien de cette scène, par vous? Rien que vous ne souhaitiez lui dire vous-même. Il inclina la tête. Alors je vous remercie, monsieur Holmes. Je n'aime pas ce que vous m'avez fait faire, mais je vous remercie. Nous le laissâmes là, non pas vainqueur, mais rendu brutalement lui-même. Dans la rue, l'air humide de Londres me parut presque généreux après cette scène étroite et cruelle. Holmes marcha quelques instants sans parler. « Vous avez gagné ?» dis-je enfin. « Non, Watson, j'ai seulement placé son orgueil devant un témoin qu'il n'avait pas prévu. Ça n'est pas une victoire, c'est une interruption. » Quelques jours plus tard, Miss Marian Harbury nous écrivit. Son père l'avait reçue seule, longuement, pour la première fois depuis des mois. Elle ne disait point que tout fût réparé, elle disait seulement qu'il l'avait écoutée. Ce mot, dans sa simplicité, me parut valoir mieux que beaucoup de triomphes. Quant à Meridiu, je ne sus jamais avec certitude ce qu'il devint. Holmes classa son nom dans son index. Parmi ces affaires où le crime, s'il existe, laisse moins d'empreintes dans les registres que dans les âmes. Un soir, bien des années plus tard, je vis mon ami ouvrir l'un de ses index et s'arrêter à la lettre M. « Une belle collection, Watson, » dit-il avec ce sourire qui lui venait parfois devant les souvenirs les moins plaisants. Moriarty suffirait à l'illustrer. Voici Morgan, l'empoisonneur, Matthews, qui assomma mon chien dans la salle d'attente de Charing Cross, et Meridiu. Cet homme, Watson, avait une abominable mémoire, dit-il enfin. Puis, après un silence, « Certains hommes ne volent rien, Watson. Ils déplacent seulement le poids d'une volonté. » Je songeai longtemps à cette phrase, et plus encore à Marian Harbury. Il me revint alors que, dès la première heure, j'avais senti en Meridiu quelque chose de vil, de froid et de profondément fou, tandis que Holmes, plus prudent, cherchait encore la forme démontrable de ce malaise. Je n'en tirais nulle vanité. Marianne, elle aussi, avait vu juste avant nous tous, mais sa vérité portait d'abord les habits suspects de l'émotion. La mienne, si plus masculine et mieux reçue qu'elle fût, n'était guère mieux armée au commencement. Nous avions senti le poison avant d'en connaître la formule. Peut-être est-ce là la morale la plus discrète de cette affaire. Il arrive que l'émotion voie avant la raison, mais elle doit encore trouver des mots assez solides pour que les hommes consentent à l'appeler vérité. Si ce récit vous a tenu compagnie, sachez qu'il n'est pas seul. Les premières affaires des récits oubliés de Watson seront prochainement réunies dans un volume unique, pensé pour la lecture. Une édition plus confortable, enrichie de gravures,
comme s'il s'agissait d'un ouvrage resté trop longtemps dans l'ombre. Ceux qui souhaitent retrouver ces enquêtes sous une autre forme pourront bientôt le faire.